par le couple et qui vont permettre en fait la découverte du neutron. Ces 4 publications concernent, vous voyez, le bombardement de ce qu'on appelait le glucinium à l'époque, qui est en fait le beryllium, l'élément numéro 4, avec des particules alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium, issus d'une source de polonium. Et donc il remarque l'émission d'un rayonnement très pénétrant, insensible au champ magnétique. Alors, en fait, à l'époque, personne ne peut imaginer qu'un rayonnement puisse être insensible au champ magnétique, c'est-à-dire puisse être neutre. Et particulière, c'est-à-dire qu'une particule puisse être neutre. Forcément, si c'est neutre, c'est un rayonnement électromagnétique, comme les infrarouges, l'ultraviolet, le visible, etc. C'est pas possible qu'une particule soit neutre. Une particule, elle est forcément soit positive, soit négative. Elle ne peut pas être neutre. Alors, il y avait eu un rayonnement électromagnétique, gamma, qui avait été découvert en 1900 par un Français, d'ailleurs aussi, Paul Villard. Et ils disent, voilà, ça doit être, puisque c'est insensible au champ magnétique, eh bien, ça doit être un rayonnement électromagnétique. Et alors, quand même, ces 4 publications que vous avez ici, 28 décembre 31 pour les 2 premières, l'une par Irène, l'autre par Frédéric, et les 2 dernières par le couple un tout petit peu après, vous voyez, pas beaucoup, 18 janvier, 22 février, en 32. Ça marche pas, si vous voulez, ça colle pas ensemble. C'est un rayonnement qui est effectivement très pénétrant. En plus, ça fait des énergies qui sont... Si c'est un rayonnement électromagnétique, ça fait des énergies qui sont considérables, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît des rayonnements d'aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'essor de la radioactivité, vous voyez, émission de protons sur la 3e, et projection de noyaux légers sur la dernière. Ça, si c'est un rayonnement électromagnétique, c'est impensable. Impensable. Un rayonnement électromagnétique ne peut pas éjecter des protons ou des noyaux légers. Mais c'est ce qu'ils trouvent, donc voilà, et le public. Les publications sont très bonnes, le protocole expérimental il est très bon, simplement, ce qui ne colle pas, c'est l'histoire des rayons gamma ou rayons électromagnétiques de très haute fréquence, c'est-à-dire de très forte énergie, tel que c'est écrit là. Comme toutes les publications, évidemment, ça va dans le monde entier, ça arrive au laboratoire de Cambridge, et là, Rutherford étudie ça avec son équipe, et il dit, ça colle pas, ça colle pas. Seulement, Rutherford connaît bien les Joliot-Curie, et il dit, vous voyez, c'est écrit là, ce sont d'excellents expérimentateurs. Donc leurs expériences, les résultats qu'ils obtiennent sont justes. Simplement, ils se plantent dans l'interprétation des résultats. C'est l'interprétation des résultats qui n'est pas bonne. Alors il dit à son équipe, il dit, écoutez, voilà, vous arrêtez tout ce que vous faites, hein, voilà la publication des Joliot-Curie, vous prenez, vous refaites la même chose, et vous me trouvez une interprétation qui puisse coller avec les résultats que vous avez obtenus. Et c'est Chadwick, James, voilà, qui donc reprend, évidemment, il retrouve les mêmes résultats des Joliot, ça c'était normal, et il dit, effectivement, personne ne pouvait imaginer ça jusque-là, mais si on prend l'hypothèse que c'est une vraie particule, comme celle qu'on connaît, comme les électrons, comme les protons, eh bien, on arrive à expliquer les résultats. On retrouve d'ailleurs par le calcul les énergies émises, et on peut même d'ailleurs avoir une idée de la masse de cette particule, sauf que, c'est une particule neutre. Eh bien oui, ça n'existait pas jusque-là, ça existe. C'est la découverte du neutron, c'est le deuxième partenaire du noyau. Dans le noyau, vous avez donc 2 particules différentes, une qui est positive, qui va donner cette électricité positive au noyau, et l'autre qui est neutre, et qui sert à la cohésion, en fait, du noyau. Alors voilà, on a ici, là on a un petit peu avancé par rapport à Démocrite, c'est-à-dire qu'en fait, les 3 acteurs que vous avez là, c'est les acteurs de la matière. Démocrite avait dit c'est l'atome, c'est pas tout à fait vrai, mais n'empêche, toute la matière est constituée de ces 3 particules-là. C'est des Anglais, certes, qui les découvrent, mais vous avez vu quand même pour les 2 dernières, le noyau, c'est quand même parce que les Français leur ont donné des billes quand même. Bon, mais bref, on va être chauvin sous vous, les Anglais, c'est ça. Thomson, l'électron 97, Rutherford, le proton 1919, Chadwick, le neutron 1932. Mais ce sont des découvertes qui sont relativement récentes. Des tas de gens qui sont nés en 32 ou même avant 32 et qui sont encore vivants aujourd'hui.
bah, ils sont nés, on ne savait même pas que le neutron existait. Ça les apprend empêché de vivre, mais bon, quand même, ça fait bizarre. Alors à cette époque, existait ce qu'on appelle des conférences Solvay. Les plus jeunes, les étudiants qui sont là, on le voit dans leur livre, se souviennent de leur livre peut-être de physique, où on avait ces espèces de photos de classe avec tous les savants. Et c'est M. Solvay, en fait, qui réunissait à Bruxelles les savants du monde entier, à ses frais, il leur payait le voyage, il leur payait leur séjour, leur hébergement, etc., pendant plusieurs jours. Il s'était enrichi donc avec le procédé qui s'appelle le procédé Solvay d'ailleurs, et il avait dit, ben voilà, je vais les réunir, et puis ils vont confronter leurs résultats, et on va faire avancer la science comme ça, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai ici. Et alors, vous retrouvez le premier rang, pour l'instant, il n'y a toujours qu'une femme, Marie Curie, elle est assise là, donc à côté de Poincaré, et donc, alors vous avez Einstein, c'est le deuxième là, à partir de la droite, là oui, il était tout jeune à l'époque, Rutherford est le quatrième, etc. Donc ça c'est 1900. Et puis bah, voilà une autre photo qu'on voit plus dans les revues. Vous voyez, ils sont déjà un peu blanchis sous le harnais, un peu tous, il n'y a toujours qu'une femme, Marie Curie, Einstein, etc. et tous les autres. Et puis celle qui nous intéresse, donc évidemment, c'est celle de 1933, après la découverte du neutron. Et là, parce que c'était 32 la découverte du neutron, et là vous avez en fait plusieurs femmes pour la première fois. Hein. Donc alors c'est un peu triste, c'est la dernière fois que Marie Curie assiste, elle n'en a raté aucune conférence jusque-là, mais elle va mourir en 34. Donc c'est la dernière à laquelle elle assiste. C'est pas, c'est pas bien grave, si c'est grave, mais la relève est là, puisque sa fille, vous voyez, c'est la deuxième en partant à gauche, assise, hein, Marie Curie est au milieu, le gendre est derrière Irène, et vous avez aussi Lise Meitner, une autre femme qui est donc à côté de Chadwick, qui est le plus assis, le plus à droite. Et puis vous avez Louis de Broglie, hein, la mécanique ondulatoire, qui est à côté de Meitner. C'est sûr qu'il y a du beau monde, quoi, hein, c'est clair. Hein. Et alors évidemment, c'était vrai aussi des autres conférences. On a l'impression, là, les journaux de Curie sont un peu moroses parce que on a l'impression qu'ils se sont fait piquer, en gros, la découverte du neutron. C'est eux qui ont fait quand même les expériences. C'est eux qui les ont mis au point, bon, ils ont trouvé les résultats, ils ont fait une mauvaise interprétation, et puis c'est Chadwick qui a récupéré tous les lauréats. Mais tout ça, c'est parce qu'avant, évidemment, dans les congrès, là, ils avaient un peu expliqué un petit peu trop, et dans la publication, un petit peu trop expliqué ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, les chercheurs comme nous, quand on va dans des congrès internationaux, on n'est pas fous, on ne discute pas de ce qu'on est en train de faire, hein, on parle de ce qu'on a fait il y a 5 ans, et comme je dis toujours, c'est le soir, sur le bar de l'hôtel que vous apprenez les choses, quoi. Vous discutez avec les collègues, et en général, le troisième whisky, un jour vous jouez un peu mieux que les autres, là vous apprenez des choses. Moi j'ai légué mon fou à la recherche scientifique, hein. Et là, ben, ils avaient tout raconté, quoi. Donc, c'est un peu... voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, à ce congrès Solvay, donc, qui vient après la découverte du neutron, évidemment, c'est extraordinaire, ce neutron découvert. Pratiquement toutes les publications portent là-dessus. Et Frédéric Léret-Curie présente des résultats d'expériences qui montrent que le rayonnement très pénétrant neutre, bon là, ok, d'accord, ça peut être un neutron, vous voyez, il bombarde de l'aluminium avec ces fameuses particules. Ça peut être un neutron, c'est possible. Mais alors, évidemment, il y a un gros problème, parce que si, vous voyez, c'est un neutron qui est émis quand je bombarde avec des alpha, des rhélium, He, de l'aluminium, ben, j'obtiens du phosphore 30. Et donc, si j'ai un neutron émis, ben, le phosphore 30, ça n'existe pas dans la nature. Bon. Ce qui existe, évidemment, c'est le silicium 30. Et à ce moment-là, ben, ce n'est pas un neutron qui est émis, mais un proton. Et donc, vous avez vu la photo tout à l'heure de cette conférence Solvay de 30 ans. Évidemment, il y a très peu de jeunes. Ils sont jeunes, pas beaucoup là. Il y a tous les vieux prix Nobel qui sont là, etc. Et puis ils ont deux petits jeunes qui leur disent, bah voilà, c'est sûrement un neutron, puis il y a des phosphore 30. Souvent les vieux disent, attendez, bon, c'est bon, quoi. Bon, phosphore 30, ça n'existe pas. Hein, alors vous allez rentrer chez vous, vous allez refaire des expériences, vous allez voir qu'en fait, c'est pas un neutron, c'est un proton. Vous avez du silicium 30, et puis voilà.
tout va bien. Donc vous allez refaire ça. Et il dit, mais non, ça ne marche pas comme ça. Hein, alors le problème, c'est est-ce qu'effectivement, quand on met 13 plus 2, on a 14 plus 1, et à ce moment-là, on a du silicium, ou bien est-ce qu'on a 15, avec un point d'interrogation, parce que ça serait du phosphore, plus 0, sur le neutron, il est neutre, donc c'est 0. Alors, peu de temps auparavant, vous voyez, la même année que la découverte du neutron, il y a Anderson. Alors, vous avez des photos, ils sont tous voilà, chercheurs, qui posent des trucs extraordinaires, c'est des jeunes quand même. Hein, bon. Après, en fait, vous vieillissez, vous cherchez de l'argent pour que les jeunes fassent de la recherche et qu'ils trouvent des choses. Et il avait découvert le positon, c'est-à-dire le positon, en fait, c'est l'anti-électron. Il est exactement comme l'électron, sauf qu'au lieu d'être négatif, il est positif. Et vraiment, cette particule existe, elle avait été prédite de façon mathématique, alors ça s'est passé assez facilement, parce que comme ça avait été prédit, bon, bah, du coup, oui, ça y est, c'est la confirmation de nos calculs. Et alors, les Joliot-Curie, ils disent, bah, puisqu'on sait faire toquer, on va essayer de trouver le truc. Donc, nous on dit, quand on bombarde de l'aluminium avec de l'hélium, eh bien, il y a émission d'un neutron. On est sûr que c'est un neutron, mais vous n'en voulez pas, parce que vous auriez du phosphore. Donc, eh bien, en même temps que le neutron, il y a un positon. Et à ce moment-là, si c'est ça, eh bien, on a du silicium. C'est l'incrédulité générale. Alors là, il y a un silence dans la salle qui se fait. Tout le monde les regarde en se demandant vraiment... vous voyez, Frédéric et Irène Joliot-Curie, dans leur mémoire, après, dans finalement, la grande majorité des physiciens présents ne creusent pas à l'exactitude de nos expériences. Seuls Bohr et Pauli nous apportèrent des encouragements. Alors ça, bon, c'est vrai, vous voyez, c'est encore pas aujourd'hui dans les congrès, vous demandez à un petit jeune qui vient, on l'a envoyé, et bon, c'est assez bizarre ce qu'il est en train de dire. Bon, ben, les vieux renards, ils vont le voir à la fin, il ne faut pas le décourager, ils disent, bon, c'est bien, vous avez bien travaillé, mais enfin, vous direz à votre patron quand même, que le faire comme ça et comme ça, il a fait comme ceci, il aurait peut-être trouvé un petit peu mieux, donc voilà, mais c'est bien, vous avez bien travaillé. En fait, bon, c'est un peu la même chose. Alors on arrive donc à la découverte de la conductivité dite artificielle 1934. 11 janvier 1934, il est 15 heures. Alors on dirait Pierre Lemar qui raconte ces trucs. Donc Joliot, il reprend ses expériences, il bombarde avec des alphas, de l'aluminium. Alors il augmente l'énergie cinétique des alphas, en fait non, il n'augmente pas l'énergie cinétique des alphas, c'est écrit comme ça, mais c'est-à-dire qu'il fait un vide plus poussé, c'est-à-dire qu'il diminue la pression dans son enceinte fermée, et donc évidemment, s'il y a moins de gaz, les alphas, ils passent plus facilement. Il a un détecteur de positons, ce fameux électron positif, et son détecteur de positons, il se met à crépiter. Bon, il note tous ces trucs, etc. Et puis, bah, une fois que c'est fini, bah, il augmente sa pression. Alors, évidemment, en augmentant la pression, bah, les alphas ont de plus en plus de mal d'arriver jusqu'à l'aluminium. Et puis, à un moment, bah, ils ne peuvent plus arriver, c'est-à-dire la réaction ne se fait plus. L'expérience est finie. Bon. Mais, le compteur continue à crépiter. Alors, en fait, Joliot avait une phrase que moi j'ai inculquée aussi pour toute ma carrière à tous mes élèves en recherche, qui est cette phrase qu'il faut laisser toujours, quand vous faites de la recherche, il faut toujours laisser la porte ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la recherche, vous cherchez quelque chose que personne n'a jamais vu, il ne faut pas vous interdire de trouver quelque chose que vous ne cherchez pas. Il faut laisser la porte ouverte. Là, c'était, si vous regardez basiquement, c'était idiot de laisser toujours encore le compteur branché. Il avait fini sa manip, il avait arrêté, l'expérience était terminée. Il n'y a aucune raison de laisser le compteur allumé. Ah, il faut laisser la porte ouverte. Et qu'est-ce qu'il remarque? Alors qu'il n'y a plus rien qui arrive sur sa feuille d'aluminium, eh bien, le compteur il continue à crépiter, c'est-à-dire qu'il y a toujours des positons qui arrivent. Et en plus, vous le voyez, cette émission, elle décroît avec le temps, comme si c'était de la radioactivité. Alors là, il ne comprend rien du tout. Alors, ils étaient pris le soir avec Irène, et donc c'était à la fin d'après-midi. Ils ne pouvaient pas continuer ça. Il laisse un mot à donc un jeune qui était là, un jeune Allemand qui était venu avec une bourse travailler dans un laboratoire. Et il dit à Gardner, eh ben, tu vas vérifier là, le fonctionnement du détecteur, tu vas vérifier s'il marche bien, parce que s'il marche bien, c'est le prix Nobel. Donc,
nous on n'a pas le temps, il faut qu'on s'en aille là, donc tu nous laisses un mot ce soir, et le lendemain ils reviennent, ils trouvent un mot, le détecteur fonctionne parfait. On est donc le 12 janvier 1934, et donc les Joliot-Curie viennent de faire 2 découvertes majeures. Ils viennent de démontrer qu'on peut provoquer artificiellement une radioactivité dans des éléments stables, premièrement, et deuxièmement, ils viennent de découvrir un nouveau type de radioactivité qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui est la radioactivité qu'on appelle encore aujourd'hui bêta+. Et l'autre mode qu'on connaissait, c'était bêta-, c'est-à-dire l'émission des électrons, mais l'émission des électrons, ça ne s'appelait pas bêta-, à l'époque ça s'appelait bêta, parce qu'il n'y en avait qu'une. Ce jour-là, le 12 janvier 1934, on est obligé de faire la distinction. Et voilà, bêta- qui arrive à côté de bêta+. Donc, et ça va alors avoir le prix Nobel de chimie en 1935. En fait, ils avaient raison, ils avaient complètement raison. C'est-à-dire qu'il y avait bien émission d'un neutron, et bien, il y avait bien le phosphore 30 de créer, mais le phosphore 30 n'existe pas dans la nature, c'est vrai. Il a existé au moment après le Big Bang, là, quand on a préparé tous les radionucléides, mais il a disparu parce qu'il a une durée de vie très courte, donc il n'y en a plus aujourd'hui, c'est tout. Et ils sont les premiers hommes, après des milliards d'années, à recréer le phosphore 30. Ce phosphore 30 radioactif, donc, donne du silicium 30 qui lui existe effectivement dans la nature, avec émission d'un positeur. Alors, on peut trouver bizarre qu'ils aient le prix Nobel de chimie, alors que c'est une découverte de physique. Mais je disais tout à l'heure, bon, l'ambiance n'était pas terrible quoi, entre les labos anglais et français, puisque les Joliot-Curie n'avaient pas digéré en fait qu'on leur avait volé la découverte du neutron. Donc, du coup, dans leur grande sagesse, les sages de Stockholm, de l'Académie des sciences, on dit, bon, allez, on va leur donner le prix Nobel la même année, à tous. Alors on va donner le prix Nobel de physique à Chadwick, parce que là, oui, c'est la physique, c'est tout, on va faire autrement. Et alors, pour les Joliot-Curie, on s'est appuyé sur le fait que, vous voyez, la durée de vie de ce phosphore 30, elle est très très courte, 3 minutes 15. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes 15, il en reste la moitié, au bout de 6 minutes 30, il en reste le quart, etc. Donc il fallait des méthodes radiochimiques, qu'avait d'ailleurs inventé Marie Curie, des méthodes extrêmement rapides pour isoler cet élément et montrer que c'était du phosphore. Et donc c'est parce qu'ils avaient utilisé ces méthodes de radiochimie qu'on leur donne le prix Nobel de chimie, comme ça tout le monde est content. Moi c'est ce qu'ils espéraient, mais c'est ce qui s'est passé aussi. Bon, ça c'est assez amusant, j'ai mis clin d'œil aux collègues. Donc le jeune, toujours pareil, que vous voyez là, c'est Ernest Lorentz. Et Lorentz c'est le premier à avoir fabriqué un cyclotron, il aura d'ailleurs le prix Nobel pour ça. Il a même tout le monde donné un élément. Et Joliot écrit dans la publication donc, de cette découverte de la radioactivité dite artificielle, cette phrase là, vous voyez, il est sans doute possible de créer d'autres radioéléments en bombardant des corps avec des deutons, par exemple. Les deutons, ce sont des noyaux de deutérium, c'est-à-dire des noyaux qui sont composés d'un neutron et d'un proton. Et la publication, évidemment, arrive dans tous les laboratoires, donc elle arrive à Berkeley, dans le laboratoire de Lorentz. C'est un jeune thésard qui lit la publication, et ça fait tilt, et il dit faut que j'aille montrer ça à mon patron. Donc son patron, c'est Lorentz. Donc il monte chez Lorentz, et il dit vous avez vu là? Alors Lorentz lit la publication, il dit quand Joliot écrit ça, il pense à moi. Je suis le seul au monde à pouvoir bombarder des corps avec des deutons grâce à mon cyclotron. Il regarde un peu ce qui avait été fait et il dit oh bah, quand même, c'est vachement facile ça. Bon, si c'était aussi simple que ça, il y a longtemps qu'on l'aurait découvert. Hein. Ça fait des années qu'on fait ça avec notre cyclotron. Et puis, il regarde un petit peu son protocole et en fait, il avait fermé la porte. C'est-à-dire que tous ces appareils étaient branchés sur le même disjoncteur. Quand il arrêtait son cyclotron, il arrêtait aussi ses détecteurs. Alors il se dit, c'est pas vrai, on n'a pas été aussi comme ça, c'est pas possible. Donc il a branché tout ce qui était cyclotron d'un côté et tout ce qui était détecteur de l'autre côté. Et quand il a arrêté le cyclotron, il s'est aperçu que le détecteur continuait à fonctionner. Et il aurait donc pu faire cette découverte bien avant les Joliot s'il n'avait pas fermé la porte.
Ça tient un peu de choses, hein, des fois. Donc, on en arrive à la fin de la découverte de cette radioactivité, c'est-à-dire que, voilà, les enfants montrent que cette radioactivité touche tous les éléments de la classification, sans exception, du premier l'hydrogène jusqu'au dernier, l'uranium. Alors quand même, Marie Curie, vous voyez, dans sa conférence Nobel du 11 décembre 1911, le deuxième prix Nobel qu'elle avait eu, des recherches récentes ont montré que le potassium et le rubidium, c'est son fameux potassium que vous avez vu tout à l'heure, émettent un rayonnement très faible, semblable au rayonnement bêta de l'uranium et du radium. Nous ne savons pas encore si nous devons envisager ces substances comme de vrais corps radioactifs, c'est-à-dire des corps en voie de transformation atomique. Et puis évidemment, on retrouve le fluoxyde pentolate de potassium ici. Alors la classification aujourd'hui, voilà, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments radioactifs, mais s'il y a certes des éléments stables, hein, il y en a 80, ils ont tous des isotopes radioactifs. La radioactivité concerne tous les éléments de la classification. C'est ça. Alors, évidemment, ça c'est le discours Nobel d'Irène en 1935. C'était une découverte fantastique parce que si tous les éléments pouvaient être activés, pouvaient devenir radioactifs, c'était toutes les applications de ce qu'on appelle les indicateurs radioactifs ou les traceurs. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut localiser ou éliminer des éléments introduits dans un organisme vivant. Et elle mettait à la fin, il n'est pas utile dans ces recherches d'introduire des quantités importantes de isotopes radioactifs. Elles sont fixées par la sensibilité des appareils détecteurs. Et donc ça c'est encore vrai aujourd'hui, hein, c'est dans tout ce qui s'appelle la médecine nucléaire, où avec très très peu de matière radioactive, on arrive à faire des examens extrêmement importants. Et souvent vitaux pour les gens. Juste dans quelques minutes, donc là, à la fin de cette histoire, la découverte de l'énergie nucléaire, c'est la fission provoquée aussi. Alors là, bon, 1934, prix Nobel 1935, Marie Curie va voir ses enfants, si je puis dire, enfin sa fille et son gendre, découvrir la radioactivité artificielle. Elle va malheureusement mourir avant qu'on leur attribue le prix Nobel. Enfin, je pense que de toute façon, c'était évident qu'ils allaient avoir le prix Nobel. Ça, c'est une image, vous savez, quand il y a eu le transfert des cendres de Pierre Marie Curie au Panthéon. Donc, c'était pour marquer, effectivement, la disparition donc, de Marie Curie en 1934. Juillet 1934. Alors, la fission, maintenant. Les acteurs de la découverte, c'est voici. Chadwick, tout simplement parce qu'il a découvert le neutron, et que ce neutron va être la base de la découverte. Enrico Fermi, donc, qui est un chercheur, un physicien italien. Otto Hahn, qui est un chimiste allemand. Lise Meitner, qui est une physicienne autrichienne, et Irène Joliot-Curie. Donc on retrouve les femmes, hein, parce que c'est le fil conducteur pour Wien, ici, ce soir. Alors ce neutron, vous l'avez vu, donc il n'est pas chargé. C'est-à-dire que quand vous bombardez n'importe quel noyau atomique avec un neutron, ben, il n'y a pas de répulsion, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas repoussé par la charge, il n'y a pas de charge. Donc il suffit qu'il aille lentement. Et s'il va lentement, à un moment donné, ben, il va être soumis au champ du noyau. Il peut être capturé par ce noyau, il peut induire une nouvelle radioactivité dans ce noyau, et on peut étudier ça. Alors, s'il est absorbé, vous le voyez, par un noyau stable, eh bien, ça modifie évidemment sa structure à ce noyau. Et il a un neutron en plus, puisque ce neutron est arrivé en plus de la stabilité. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il va transformer un de ces neutrons en proton, en autre particule. Et donc, si c'est ça, vous le voyez ici, il gagne une place dans la classification. C'est-à-dire que si vous aviez du fer que vous avez bombardé, ben, ce fer va se transformer en cobalt, le cobalt va se transformer en nickel, le nickel en cuivre, le carbone en azote, l'azote en oxygène, etc. Et donc, dès le printemps 1934, vous voyez, il y a Enrico Fermi, donc en Italie, à Rome, qui entreprend de bombarder tous les éléments que vous connaissez avec des neutrons pour regarder ce que ça donne. Et ça lui fait autant de publications à chaque fois, donc c'est bien, ça fait un petit travail de chercheur. Il y a même des témoins qui disent qu'à l'époque, il est allé dans une bijouterie, même essayer d'emprunter un peu d'or pour bombarder de l'or, donc pour que tous les éléments soient concernés. Jusqu'au jour où, quand même, Enrico Fermi, qui était un très bon physicien, se dit mais c'est idiot, je perds mon temps. Bon, d'accord, ça me fait des publications, mais c'est une publication un peu banale. Mais si
je bombarde le dernier des éléments, celui qui a le dossard 92, le dernier, avec des neutrons, eh ben, je vais obtenir des noyaux instables parce qu'il y a trop de neutrons, je vais transformer un neutron en proton, et je vais créer le premier élément artificiel au-delà de l'uranium, le 93. Et sous-entendu, ben là j'ai le prix Nobel à tous les coups. Et alors c'est là que les ennuis évidemment de ce pauvre Enrico commencent. Parce que ce qu'il ne pouvait pas imaginer, ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que quand on bombardait certains de ces très très gros noyaux, l'instabilité en fait ne conduisait pas à fabriquer l'élément suivant, mais à casser ce noyau en deux, en donnant un noyau nettement plus petit, et qui couvrait une bonne partie de la classification. Et donc les trois derniers acteurs, vous les avez ici, ce sont donc deux chimistes, Otto Hahn et Irene Curie, et une physicienne, Lise Meitner. Personne, vous voyez, n'imagine qu'un noyau atomique peut se couper en deux et produire de nombreux noyaux plus petits, jusqu'à une centaine en fait. Vous voyez ici, c'est tout ce qui est vert, ça c'est tiré dans mon cours, là, de ce qu'on trouve dans la pomme du CQZ, par exemple ici, à La Hague. Et vous voyez, vous avez de l'élément, c'est ce qui est vert, des voies de fission qui sont vert. Le zinc, le numéro 30, jusqu'au 70. Et vous avez, vous le voyez, toutes les propriétés chimiques possibles et imaginables. Vous avez un mélange, enfin, de toutes les propriétés chimiques. Or, si vous pensez avoir fabriqué un nouvel élément, comment est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, par la chimie. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, si vous avez de l'uranium, vous n'avez que les propriétés chimiques de l'uranium, vous comprenez bien. Et puis là, si vous avez fabriqué un nouvel élément, vous avez un mélange de deux éléments. Vous devez retrouver les propriétés de l'uranium et les propriétés d'un autre élément. Oui, mais là, ce n'est pas une propriété d'un autre élément, c'est des propriétés chimiques de toute la classification. Donc c'est évidemment, d'un seul coup, extrêmement compliqué. Alors n'oubliez pas qu'Enrico Fermi est un physicien, ce n'est pas un chimiste. Et donc, tous les laboratoires européens, évidemment, s'en mêlent, et comme la langue française est bien faite, eh bien, tous les laboratoires européens s'en mêlent. Alors la deuxième hypothèse, et la première, c'est un. Alors, première hypothèse, devant toutes ces propriétés, en fait, on pense que Enrico Fermi n'a pas créé un seul élément après l'uranium, mais au moins les quatre suivants. Et comme il y a des analogies, vous voyez, dans la classification, lorsque vous descendez comme ça en colonne, on les appelle écarts. Écarts, ça veut dire qu'il y a les mêmes propriétés qu'eux. Écart rhénium, écart osmium, écart iridium, écart platine, qui sont les quatre que vous avez au-dessus. Donc voilà, on dit, Fermi a dû découvrir en fait un mélange de ces quatre éléments. Deuxième hypothèse, alors on se dit, dans le fond, c'est peut-être pas ça, parce que Otto Hahn, le chimiste allemand, pense qu'il a vu du radium. Et donc, s'il a vu du radium, c'est un descendant de l'uranium. Alors on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé, mais